Bonjour tout le monde. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Je me présente Justin Chauvette. Je suis étudiant en maîtrise en histoire à l'UQAM et historien pour appartenance Mauricie Société d'histoire régionale. Mon camarade, Benjamin Dufresne, y est également titulaire d'une maîtrise en études québécoises ainsi qu'un spécialiste de notre équipe d'historiens. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous présenter notre projet, qui est le fruit de recherches approfondies dans diverses sources telles que des archives, des bibliothèques et les connaissances historiques de la communauté mauricienne. Ce projet, nommé Histoire d'une naissance et d'une perpétuité en Morcie, la centrale hydroélectrique de la Gabelle 1922-2024, est inscrit dans le cadre du programme commémoratif du ministère de la Culture pour célébrer un anniversaire. Nous tenons énormément à les remercier de nous avoir donné l'opportunité de mener cette recherche. Avant de vous en dire plus sur le processus de création de ce projet, laissez-moi vous expliquer les différentes étapes que nous avons suivies. Tout d'abord, l'analyse de documents et de sources historiques s'est avérée cruciale pour évaluer l'importance du patrimonial du site. Nous avons procédé à une recherche exhaustive dans les archives de la Société d'histoire de Saint-Étienne-des-Grès, d'Hydro-Québec, et également, on a consulté beaucoup d'archives de journaux auprès de la BMQ et on s'est servi de quelques articles qu'on a trouvés sur la Gabelle. Ensuite, étudier l'histoire d'un projet aussi grandiose que la Gabelle par le biais d'archives iconographiques nécessite l'acquisition de connaissances historiques sur sa construction. Par conséquent, il est essentiel pour nous d'en apprendre davantage sur les différentes phases de construction du barrage, ce qui s'est avéré extrêmement intéressant. Après avoir identifié les informations clés, on a cherché des images qui les mettaient en évidence. Il faut noter que plusieurs partenaires clés ont contribué à cette recherche. Nous souhaitons les remercier, par exemple la Société d'histoire de Saint-Étienne-des-Grès, la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, le Centre d'archives d'Hydro-Québec, ainsi que M. Antonin Zarouba, un ingénieur d'Hydro-Québec aujourd'hui retraité, qui nous a expliqué comment une telle centrale était construite et comment elle fonctionnait. Nous tenons également à remercier Mireille Campagna pour son soutien en tant que représentante d'Hydro-Québec. Puis, la relecture, la supervision et les corrections seraient impossibles sans le soutien de collègues de partenaires importants. À ce sujet, nous tenons à remercier Mario Lachance, président de l'appartenance Morcy, qui nous a soutenus tout le long de notre projet et qui, à travers toutes ses connaissances sur la construction de la Shawinigan Water and Power et de ses différentes centrales sur le Saint-Maurice, nous en a appris beaucoup sur le sujet. Et nous tenons à remercier en dernier Jean Larocque, qui est également un ingénieur retraité d'Hydro-Québec qui a su relire et commenter nos textes. C'est après cette exposition qu'est venue l'idée de vous proposer une conférence sur l'histoire de la Gabelle. L'exposition, elle, est en ce moment une exposition itinérante, elle se promène un peu partout, mais si vous voulez consulter les photographies en lien, n'hésitez pas à contacter avec nous. Lors de ma partie, j'aborderai tout d'abord les étapes clés de la création de la gare centrale s'étendant de 1922 à 1924, mais je prêterai une petite attention à ce qui précède la Gabelle. Ensuite, Benjamin, lui, aura un regard plutôt tourné vers l'après 1924 et également vers le futur de la Gabelle. Tout d'abord, le territoire occupé par la Gabelle est un territoire utilisé par le passé par les Atikamekw. Ils faisaient alors le commerce du bois et de la fourrure avec les Hurons de la région du lac Erie. Son histoire remonte donc à plusieurs centaines d'années en arrière. Le premier contact entre les colons français et les Premières Nations sur la rive Saint-Maurice remonte à 1609. En fait, ce sont à travers les écrits de Samuel Champlain qu'il est indiqué qu'il y avait trois îles au milieu de la rivière et que selon notre regard actuel, on a su décréter que c'était le territoire occupé par aujourd'hui la centrale hydroélectrique de la Gabelle. Avec les années, les colons se sont installés dans la ville de Trois-Rivières pour y construire des habitations et faire du commerce. Du côté des Premières Nations, une guerre éclate au milieu du 17e siècle. Les alliances des Atikamekw avec les colons ne plaisaient pas aux Iroquois. Ainsi, les guerres qui ont eu lieu entre les Atikamekw et les Iroquois ont décimé les peuples algonquins-hurons qui vivaient sur le long du fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Maurice. Bien plus tard, en 1673, René Gauthier de Varennes devient propriétaire de ses terres, nommé alors Sceau de la Vérendrye. Il y construit un poste pour y faire la traite de fourrure et du bois avec les Premières Nations de la région. Il est à savoir que dans la décennie, un séisme change la topographie du territoire. Selon les écrits des ancêtres ayant vécu cet événement, la durée du séisme est de 7 mois, ce qui est quand même assez long. Ensuite, jusqu'en 1730, plusieurs échanges se font entre les propriétaires du terrain pour la possession de ces ressources. En 1737, le territoire occupé est interdit pour toute forme de colonisation et est rattaché au fief de Saint-Étienne. L'enjeu
est la traite de fourrure et la présence de minerais de fer, ce qui amène à la création des forges du Saint-Maurice. Enfin, selon la Société de Saint-Étienne des Grès, le mont Gabelle provient de l'impôt sur le sel en vigueur en France jusqu'en 1790. Nous nous rappellerons donc que la rivière Saint-Maurice est utilisée depuis longtemps pour les êtres qui y vivent à proximité. D'ailleurs, la rivière Saint-Maurice est la troisième plus grande rivière du fleuve Saint-Laurent. Elle prend sa source au confluent du réservoir Gouin et Wabano, de la rivière Wabano. Ce dernier se situe à proximité du lac Saint-Jean et de la rivière Wabano. Il s'étend sur un périmètre de 5600 km et couvre une surface de 1789 km². Les travaux débutent en 1916 et se terminent en 1919, ce qui résulte en la création d'un réservoir de 8,5 milliards de mètres cubes d'eau à l'origine. De plus, le barrage mesure 502 mètres de largeur par 26 mètres de hauteur. C'est à savoir que le barrage est nommé en l'honneur de Lomar Gouin, alors premier ministre du Québec. Selon la Commission de toponymie du Québec, pour les citer, ces derniers, Lomar Gouin, a constitué la Commission des eaux courantes qui a eu comme premier mandat de superviser le projet de harnachement de la rivière Saint-Maurice. Fin de la citation. L'autre source de la rivière, comme je l'ai dit tantôt, c'est la rivière Wabano. Elle se situe en aval du réservoir Gouin et de la centrale La Loutre. Son longueur est estimée à 65 km. Encore, selon la commission de toponymie, son nom provient de Poussapsigan, pour les citer, qui a été créé par les Atikamekw, et ce cours d'eau était autrefois appelé rivière de la Jonglerie à la fin du 19e siècle. Ce terme est à rapprocher du mot sorcier, équivalent français du mot Wabano. Le toponyme rivière du Sorcier, attribué à sa cours d'eau, est mentionné par l'explorateur et trafiquant François Véraud dans son témoignage à la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada en 1824. Fin de la citation. C'est à Shawinigan qu'a commencé l'expansion économique de la Mauricie, et ce, grâce aux compétitions engendrées par la création de la centrale Saint-Narcisse 1 par la North Shore Power en 1897 et la Shawinigan 1 par la Shawinigan Water and Power en 1901. En effet, le développement dans ce domaine a été spectaculaire avec la construction de 15 centrales hydroélectriques sur la rivière Saint-Maurice entre 1899 et 2009, notamment 10 avant la construction de la Gabelle. En ordre chronologique, ce sont les centrales Saint-Narcisse 1 en 1897, Shawinigan 1 en 1901, Little A en 1903, La Tuque en 1909, Shawinigan 2A en 1911, Little B en 1913, Sainte-Ursule en 1914, et Grand-Mère 1916 et Shawinigan 2B en 1922 qui procèdent la Gabelle. Ce sont la centrale des Rapides des Cœurs et juste la rivière Saint-Maurice par Hydro-Québec, près de Windigo, et la centrale de la Chute alors, située en amont, qui sont les dernières à être mises en service. De plus, la Shawinigan Water and Power en crée 9 sur la rivière. On vient de mentionner que la réalisation d'autres centrales par diverses entreprises, comme celle édifiée par la Brown Corporation à La Tuque, ou la centrale Saint-Narcisse 1 par la North Shore Power, ont également participé à la création d'un cours d'eau comprenant plusieurs centrales hydroélectriques. La centrale de Grand-Mère, de son côté, est une propriété de la Laurentide Pulp Company, en association avec la Shawinigan Water Power, qui en assure l'exploitation. Elle est gérée par la Laurentide Power Company, créée spécifiquement pour la gestion de cette centrale. Il est donc juste de dire que la rivière a engendré le long de son cours une myriade d'usines et de postes de travail pour des milliers d'ouvriers. Le choix du site pour la future centrale hydroélectrique La Gabelle a été long et complexe. Tout d'abord, il faut comprendre que les sites des grès et des forges représentent des territoires idéaux pour construction d'une centrale due à la hauteur et la puissance de leur chute. Cependant, au début du 20e siècle, chaque site est détenu par un propriétaire distinct, ce qui signifie que ces installations existantes sont utilisées pour alimenter d'autres sociétés industrielles. La Shawinigan Water and Power, voyant ce fleuron énergétique, souhaite construire une centrale à grande échelle. Ainsi, elle doit y installer une centrale qui desservira tous ces sites. Selon Claude Bellavance, voici comment sont organisées les possessions avant la construction de la centrale hydroélectrique de la Gabelle. Voici sa citation. D'abord concédé, en 1900, à Warren Curtis, un manufacturier new-yorkais, les droits sur les forces hydrauliques du site des grès sont vendus en 1904 à la Grass Falls Company, une filiale de la société papetière Union Bag. En 1915, la firme de courtage Aldred Company les acquiert pour le céder immédiatement à la Shawinigan Water and Power Company. Par ailleurs, en 1907,
Le gouvernement provincial octroie à la Grass Falls Company le site de la Gabelle au moyen d'un bail amphithéotique de 99 ans. La compagnie, toutefois, ne fait aucun investissement, si bien que l'État annule le bail de la Gabelle en 1916. La même année, les droits pour ce site et celui des forges sont octroyés à la Saint-Maurice Lumber Company, une filiale de la société américaine International Power and Paper Company. Fin de la citation. Bien que la Chambre Gann-Wadden Power acquit les droits des terrains en 1916, cette bataille pour les possessions du territoire se termine officiellement avec la création de la Saint-Maurice Power Company, une société industrielle créée de toutes pièces par la Chambre Gann-Wadden Power. Sa création, en 1921, la voue exclusivement à la production de l'électricité. Il est à savoir que bien que la Chambre Gann-Wadden Power détient une part majoritaire de cette entreprise, d'autres sociétés, telles que l'International Paper Company, en possèdent également une fraction. Selon une annonce présentée dans le journal La Presse du mardi 6 février 1923, la valeur de l'action de la Saint-Maurice Power Company est de 9 60 600 $ sur un contrat de 40 ans et elle est dédiée uniquement au fonctionnement de la centrale de la Gabelle. Les profits de son exploitation seront vendus à la Chambre Gann-Wadden Power. Sa création en 1921 permet alors de racheter les 3 terrains inexploités jusqu'à cette date. Lors des prémices du premier plan d'aménagement, la Saint-Maurice Power Paper prévoit la création de 2 centrales sur les sites des forges et des grès. Cependant, la séparation des 2 centrales sur 2 chutes voisines entraîne une réduction de sa puissance. Il a donc été décidé de construire une centrale entre les 2 sites, soit aux chutes des grès. C'est intéressant. Pour citer Hydro-Québec, les travaux pour la construction de la Gabelle sont lancés dès 1922, avant les arrêtés au Conseil qui les autorisent officiellement. Pour expliquer cette situation, toujours selon Hydro-Québec, voici une nouvelle citation. Ceci apparaît inhabituel et s'explique probablement par le fait que la Union Bag proteste contre le lancement des travaux en prétendant qu'elle possède des droits d'exploitation sur le site. Le gouvernement provincial ayant signifié son intention d'intervenir en faveur de la Saint-Maurice Power Company dans ce dossier, l'affaire a vraisemblablement été portée devant le gouvernement fédéral puis être tranchée. Fin de la citation. Alors, quelle entité s'égage dans l'édification de la centrale hydroélectrique de la Gabelle? La Shawinigan Engineering Company, un subsidiaire de la Shawinigan Water and Power, assure la réalisation des travaux. Le chef ingénieur de cette entreprise est S. Sevingston. Le superintendant général de la Gabelle désigné est C.S. Lucombe. La sous-traitance est confiée à la société Fraser Brace Limited, qui appartient au propriétaire de la Shawinigan Water and Power, John Edward Aldred, et qui enregistrera pendant 2 ans, de 1922 à 1924, 10 minutes de séquences vidéo documentant la progression du chantier. Ces films sont conservés aujourd'hui aux archives d'Hydro-Québec. Le projet a été dessiné pour sa part par l'architecte James Cecil McDougall, un trifluvien de naissance que parlera Benjamin plus tard. Ensuite, en 1923, W. C. Stewart assume la direction des travaux de construction de la centrale hydroélectrique. Les travaux débutent pour leur part le 13 novembre 1922. Durant cette phase de travaux, ce sont environ 200 hommes qui travaillent en 2 groupes, l'un de jour et l'autre de nuit, pour aménager le chantier. Ceux-ci commencent par dégager la colline du côté de Saint-Étienne-des-Grès. Ceci permettra de construire un lien ferroviaire reliant le site à la voie ferrée du Pacifique canadien, qui existe depuis 1906 entre Shawinigan et Trois-Rivières. Cette étape, cruciale, s'avère essentielle pour assurer le transport des outils et des ressources indispensables à l'édification de la centrale hydroélectrique. Les équipements de la centrale sont, pour leur part, insérés par le biais de la salle des vannes, dont la Gabelle est la seule centrale à Morcy à posséder un tel accès. Les travaux se déroulent en 3 étapes principales. La première commence en hiver 1923. Elle consiste à ériger des bâtardeaux le long du Saint-Étienne-des-Grès, à travailler le roc et à commencer le bétonnage. Les bâtardeaux permettent de construire à sec le divertoire et l'évacuateur des crues. Sous l'évacuateur, des ouvertures temporaires sont aménagées pour permettre l'écoulement de l'eau. Les travaux continuent tout l'hiver. Selon Hydro-Québec, pour les cités, pendant l'hiver, l'unité qui abrite les concasseurs et la bétonnière, pièce maîtresse du chantier, est érigée. Le béton est fabriqué sur place à partir de la roche provenant du creusage et du sable prélevé sur le site. La roche excavée est amenée à cette unité sur des wagons à benne latérale, puis elle passe par les concasseurs. Une fois réduite,
Un convoyeur à godet la hisse jusqu'à une goulette à double sens qui l'achemine soit vers un bac de mélange, soit vers un convoyeur à bande qui alimente la pile de stockage adjacente. À environ 800 mètres, une pelle électrique extrait le sable de grands dépôts et le charge dans des wagons qui l'acheminent jusqu'à un bac situé au sommet de la colline. De là, le sable est transporté jusqu'à la trémie du malaxeur par un tramway aérien dans des bennes à fond automatiques. La majeure partie du ciment utilisé sur le chantier est réceptionné en vrac et transporté sur un convoyeur à bande vers des silos de stockage situés au-dessus des malaxeurs. Fin de la citation. Ils érigent des nouvelles digues sur le principal canal de la rivière, ce qui leur permettra de commencer à creuser et ainsi construire les fondations des deux premières turbines. En effet, sans les digues, il aurait été impossible d'entamer le bétonnage à partir du 11 mai 1923. C'est le moment où commence la deuxième étape des travaux. D'ailleurs, le 1er juillet 1923, dans le journal La Patrie, on annonce que les travaux seront prolongés jour et nuit durant tout l'été. L'excavation du roc est presque terminée et le travail du béton est en activité. Durant toute cette période, les ouvriers utiliseront 134 000 mètres cubes de béton pour la construction de la centrale hydroélectrique. De plus, ce sont 100 charpentiers de gabarit et 200 autres travailleurs qui sont employés pour le travail du béton. Ce sont 16 grues qui fonctionnent à tous les jours pour aider la construction du béton. Heureusement, le barrage fut édifié durant l'été 1923 avant que tous les travaux ne soient terminés à l'automne, seulement 17 mois plus tard, ce qui est excessivement rapide. Le 3 octobre 1923, par contre, les travaux ralentissent. En effet, un incendie met en danger la construction de la centrale et les logements des ouvriers, situés à l'ancien poste de traite sous les rives de Saint-Étienne-des-Grès. Les conséquences de l'incendie endommagent les propriétés de Georges Ouellette, Desnaux et J.A. Derry. Il est indiqué dans le journal La Presse que, pour le citer, les pompiers de la Shangan Water and Power ont dû faire un travail de géant pour empêcher les flammes de traverser la voie ferrée du Pacifique canadien et de s'attaquer aux bâtiments où sont logés près de 1500 ouvriers. Fin de la citation. Pour donner une idée de l'amplitude des travaux, au plus fort de la construction, ce sont plus de 2000 ouvriers qui travaillent sur le chantier. En peu de temps, les travaux recommencent. En novembre 1923, la dernière étape des travaux de construction du barrage central est lancée. Pour ce faire, on assèche le lit de la rivière et on édifie la centrale hydroélectrique au sein de celle-ci. Robert F. Grant vend alors ses terrains à la Saint-Maurice Power Company pour 50 000 afin de poursuivre la construction. Finalement, en février 1924, le barrage central est prêt à réguler le débit de la rivière. En mars 1924, on fait exploser les barrages et autres obstacles pour permettre à la rivière de retrouver son cours naturel. Et enfin, le 14 avril 1924, on entame le fonctionnement des turbines alternateurs. À ce moment-là, la centrale comprend 4 turbines alternateurs en fonctionnement. Et dès ce moment, selon Hydro-Québec, pour les citer, le débit minimum régulé de la rivière Saint-Maurice est de 425 mètres cubes par seconde, ce qui est suffisant pour faire fonctionner 3 des unités de la Gabelle à pleine charge. Pourtant, le Saint-Maurice peut être régulé jusqu'à un débit de 566 mètres cubes par seconde. Afin de profiter de cette situation, la Saint-Maurice Power Company prévoit un 5e groupe installé en 1931. Tous les groupes sont équipés de roues de turbines à hélice à pales fixes, car les hélices présentent un meilleur rendement dans les conditions de faible chute du site. Le concept général de la centrale est repris par les ingénieurs de la firme Fraser Brace Limited pour les centrales de Chelsea, Rapid Farmer et de Pogam, construites par la Gatineau Power Company, qui sont toutes sur la rivière Outaouais. Fin de la citation. Au travers de mes lectures sur le sujet, j'ai lu plusieurs témoignages recueillis dans l'ouvrage La Gabelle de la Société d'histoire de Saint-Étienne-des-Grès. L'un de ces témoignages, celui de Alcide Lampron, né en 1903 et présent lors des travaux de construction, est intéressant. Il indique, pour le citer, qu'ils ont égalisé l'ensemble du terrain, scrapé pour ensemble les voies ferrées supplémentaires. Ensuite, il a fallu creuser des fossés, installer un aqueduc, faire des chemins, construire un pont. Déjà, à cette première étape, on a construit une gare. Et, régulièrement, il fallait décharger les matériaux qui arrivaient par le terrain, surtout le bois de construction. Également, dès le premier hiver, on a commencé à construire les logements pour recevoir les nombreux ouvriers qui viendraient le printemps suivant. Fin de la citation. Le témoignage de M. Moral-Duplessis est également captivant sur les travaux effectués sur la rivière. En effet, c'est un travailleur alors qu'il avait moins de 20 ans lors des constructions de 1922. Il travaillait comme bûcheron chez La Flamme, une compagnie de la région.
En même temps que la construction sur les terrains à proximité du barrage se faisait, il indique pour le citer que les bûcherons ont commencé par bûcher sur 2 îles sur le Saint-Maurice. Ces îles sont noyées aujourd'hui. Fin de la citation. Il n'y a pas de doute que ces îles qu'il nomme, qu'on ne voit plus aujourd'hui, sont probablement les mêmes îles que Sémile de Champlain avait observées en 1609. Il est à savoir que les travaux débutent avant le déboisement. Son discours était éloquent également sur les conditions de travail. Par exemple, toujours pour le citer, il indique qu'on travaillait 12 heures d'affilée de jour et de nuit. Mon frère travaillait sous les drills. C'était dur et dangereux. Il y eut plusieurs accidents. Fin de la citation. Pour continuer sur cette parenthèse, de nombreux accidents mortels se produisent pendant les travaux. Il est certain que la charge de travail titanesque et les heures de travail très longues peuvent être en faute. 2 hommes furent coupés en deux par une locomotive. D'autres tombèrent du barrage. Un autre fut aveuglé après l'explosion des dynamites, entre autres. Les journaux de l'époque, dont le Nouvelliste, regardent des histoires horrifiques. Il serait important de nommer M. Ferrari, François-Xavier Brouillette, Éloi Baudet, Georges Desmarais et John Olga, entre autres, afin de se rappeler de leur mémoire et de leur sacrifice pour le développement de notre région. Malgré tout, la Shamgan Engineering Company déclare que les conditions de travail au camp et sur le chantier sont formidables. Ce qui laisse douter sur la véridité de cette affirmation en connaissant les nombreux accidents qui arrivent. Peu d'hommes portent plainte contre la pagnie puisque, on imagine, la paye est bonne. En effet, un travailleur non spécialiste gagne jusqu'à 3 par journée et s'il amène l'un de ses chevaux, le cheval rapporte 2 par jour. Ils peuvent donc rapporter jusqu'à 30 par semaine, ce qui représente une somme considérable pour l'époque. À titre comparatif, dans le domaine forestier, un ouvrier gagne en salaire moyen de 35 à 45 par mois et monte à 60 en 1923, ce qui représente un salaire 2 à 3 fois plus petit que ceux sur le chantier de la Gabelle. Durant la construction, la Saint-Maurice Power Company établit un campement temporaire pour ses travailleurs, également sur la rive de Saint-Étienne-des-Grès et un peu en amont du chantier. Pourquoi du côté de Saint-Étienne-des-Grès? Ben, c'est simplement parce que la colline est moins risquée et qu'elle est plus facile d'accès. Selon le rapport préfinal d'Hydro-Québec, pour les citer, en 1925, la compagnie procède au démantèlement du chantier et du campement temporaire des ouvriers, ainsi qu'au nettoyage du site. Puis, elle y construit une dizaine de résidences pour les préposés responsables de l'exploitation de la centrale. Fin de la citation. Elles formeront ce qu'on nomme le village de la Gabelle. Une communauté de 60 à 70 personnes y réside jusqu'à sa désaffection à la suite de la nationalisation de la centrale en 1963. Les recherches les plus récentes ont démontré d'ailleurs que cette communauté était constituée à moitié d'anglophones et de francophones. Grâce aux histoires recueillies par la Société d'histoire de Saint-Étienne-des-Grès, dans le même ouvrage que nous avons nommé précédemment, nommé La Gabelle, plusieurs témoignages de cette communauté sont disponibles aujourd'hui. Nous tenons d'ailleurs à vous présenter les témoignages de Willie Bellemare et Jacqueline Guillemette-Plourde recueillis dans ce même ouvrage. Willie Bellemare nous raconte que lorsqu'il était jeune, entre 1926 et 1928, il allait faire la cueillette des petits fruits et allait les vendre sur les terrains de la Shawinigan Water and Power pour les vendre aux Anglais. Plus tard, Willie Bellemare travaillera toujours à la centrale comme mécanicien. Ayant accès au Jeep de la compagnie, il est affecté aussi à l'approvisionnement en nourriture et au transport des enfants jusqu'à l'école du village. Jacqueline, de son côté, se rappelle d'avoir couru l'Halloween de 1943. Elle nous indique aussi que cette fête était encore méconnue pour les Canadiens français et qu'ils fêtaient plutôt le Mardi Gras. Il est à savoir que cet Halloween à cette année est également durant la Deuxième Guerre mondiale et qu'elle indique dans ses mots que c'était un Halloween plutôt terrifique parce qu'à cause de la centrale qui était à côté, il y avait plusieurs lumières dans le ciel et beaucoup d'agents de sécurité pour protéger la centrale de toute forme d'attaque. Elle nous dit sur un ton, j'imagine, un peu plus coquin, qu'à 5 ans, pour la citer, on le faisait chanter en français et on le récompensait avec des bonbons. Nous avions à peine 4 maisons de fête que nos sacs débordaient. Fin de la citation. En partageant leurs souvenirs d'enfance de vécu dans le village, nous pouvons retracer un fil central sur la vie sociale à la Gabelle. C'est une vie paisible, à proximité de ses voisins, et dans chacun des habitants et des habitantes peut compter sur ses voisins et voisines. Et souvent, les gens qui y vivent vont y rester pendant longtemps jusqu'à sa désaffection. Benjamin vous en parlera plus tard. Et je vous remercie pour cette écoute. Et maintenant, je laisse la parole à Benjamin. Merci Justin. On comprend donc que le fait que l'aménagement soit construit en moins de 2 ans est un grand accomplissement. Pour la construction, on parvient à devancer l'échéancier, puisque selon les plans, les travaux devaient en effet se terminer avant le 1er février 1925,
mais les premiers groupes turbines alternateurs sont mis en service dès environ 1924, soit à peine 17 mois après le début du chantier. La centrale est longue de 113 mètres et elle compte plusieurs nouveautés. C'est ce qui en fait sa renommée partout au pays. Elle est l'une des premières centrales au Canada à utiliser des roues de turbine à hélice à pales fixes et des aspirateurs coniques. À l'époque, la seule autre installation qui utilise des aspirateurs coniques est la centrale Sir Adam Beck-One qui se situe en Ontario. Et puis par la suite, cette technologie va être reproduite dans les centrales de Chelsea, de Rapid Farmer et de Fogan qui se trouvent toutes les trois sur la rivière des Outaouais. En 1924, on peut donc miser sur 4 groupes turbines alternateurs à la Gabelle pour la production d'énergie et il y a un 5e groupe qui va être ajouté en 1931. Aujourd'hui, la puissance installée de la centrale est de 131 MW. Parlons maintenant de l'architecture de la centrale. La conception architecturale de la centrale est confiée à James Cecil McDougall, un architecte trifluvien. Il a fondé son propre cabinet en 1923 et il est surtout connu pour l'architecture d'établissements de soins de santé dans la région montréalaise, comme le pavillon principal de l'Hôpital général juif de Montréal et le pavillon principal de l'Hôpital général de Montréal. Il fera également la conception de la centrale de la Tuque en 1940. Comme vous le savez sûrement, le bâtiment est principalement fabriqué de briques. La centrale a peu d'ornementation, mis à part les bandeaux de maçonnerie de pierre d'une couleur distincte située entre les fenêtres et le couronnement du bâtiment. La centrale est composée de 2 niveaux. Le premier est surélevé et en amont, contient la salle des vannes, alors que le deuxième, qui est situé en aval et plus bas, est occupé par la salle des alternateurs. Au cœur de la centrale se trouve la salle des commandes ainsi que les bureaux. La centrale de la Gabelle est située sur l'une des plus petites dénivellations de la rivière Saint-Maurice, soit 17,38 mètres de hauteur. L'intérieur a connu peu de changements au cours des années et il est toujours possible d'observer la structure d'acier vert olive ainsi que les tuiles de couleur rouge qui recouvrent le plancher de la salle des alternateurs et de la salle des commandes. Le barrage poids est fabriqué en béton et a une largeur de 589 mètres et une hauteur maximale de 24 mètres. L'évacuateur et le déversoir sont rattachés à la centrale et permettent ainsi de passer d'une rive à l'autre. Aussi, il faut dire que l'évacuateur compte 6 passes équipées de vannes motorisées et la capacité d'évacuation du barrage est de 2905 mètres cubes par seconde. Ce qui distingue le barrage des autres est l'utilisation des vannes de type Stoney, comme c'était le cas à la centrale de Grand-Mère qui a été mise en service en 1916. La Gabelle compte également une passe à baies et une passe à débris qui sera utilisée jusqu'en 1999 avant d'être désaffectée. La passe à baies témoigne, quant à elle, de l'importance de l'industrie forestière et du secteur des pâtes et papiers en Mauricie. Le feuilletage du bois impose aux entreprises l'aménagement de voies de transit qui sont réservées à la circulation des billes et à leur acheminement vers les centres de transformation. À la Gabelle, la passe à billes consiste en un anneau de béton qui est associé à l'une des vannes de l'évacuateur et elle va cesser d'être utilisée au début des années 1970, puis elle est obstruée définitivement en 1998. Parlons maintenant de la place de la centrale par rapport aux autres sur le Saint-Maurice. Quand l'aménagement hydroélectrique est construit, la Shawinigan Water and Power exploitait déjà plusieurs installations sur le Saint-Maurice. Il y en a certaines d'entre elles qui font partie des plus puissantes au Québec et au fil de son histoire, la Mauricie va être reconnue pour ses usines de pâtes et papiers, de produits chimiques et aussi de métallurgie. Ça va donc influencer la décision de la Shawinigan Water and Power quand la centrale Shawinigan 1 est mise en service en 1902. L'aménagement de la Gabelle permet de faire le lien entre les municipalités de Saint-Étienne-des-Grès et de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Et puis, si la centrale est au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'elle ne dispose pas d'un réservoir qui lui permet d'accumuler de l'eau en amont à des fins de production future. La construction de l'installation à cet endroit aura donc pour conséquence de faire disparaître les chutes des Grès, les rapides de la Gabelle et aussi les îles qui se trouvaient entre les deux. Également, il faut dire que
L'aménagement de la Gabelle est érigé au début de l'âge d'or de l'hydroélectricité au Québec. On dit l'âge d'or de l'hydroélectricité parce que pendant les années 1920, ça va être plus de 80 centrales qui vont être érigées dans la province. Il y a de nombreux éléments qui font de la Gabelle un aménagement avec une grande valeur patrimoniale. Et d'ailleurs, elle va être la première installation en Mauricie à faire l'objet d'un inventaire patrimonial en 1988. Parmi les particularités du barrage, on note surtout l'architecture. Et puis, c'est dû au fait que c'est l'une des premières centrales que l'architecture est adaptée selon les besoins industriels. L'utilisation de la brique, l'ornementation minimale, la verticalité de la fenestration et la présence de rails sur les locateurs de crue seront reprises par les centrales de Chelsea et de Rapid Farmer. Et puis, ces particularités-là vont en faire un des plus beaux aménagements dans tout le Canada. Et même qu'en 1946, le service des postes du Canada va lui consacrer un thème. Je vais maintenant vous présenter un développement chronologique des événements qui sont survenus à la Gabelle depuis la construction en 1924 jusqu'à aujourd'hui. Vous comprendrez qu'en couvrant une période de 100 ans, il s'agit d'un simple survol, mais je vous invite à vous renseigner davantage si un des sujets mentionnés vous intrigue. Tout d'abord, il faut noter que le 14 avril 1924, la centrale de la Gabelle est mise en service. Et puis, en octobre, la centrale va comprendre 4 groupes de turbines alternateurs qui vont être en fonctionnement pour une capacité de 89 520 kW. Toutefois, les dirigeants de la St. Maurice Power Company, qui est à l'époque les actionnaires, souhaitaient augmenter l'efficacité de la centrale et prévoient donc un 5e groupe de turbines alternateurs qui est installé en 1931. Pour ce qui est d'électricité, elle va être fournie à Saint-Étienne-des-Grès le 25 avril 1924. Donc, ça va être vraiment 11 jours après la mise en service de la centrale. Et sinon, l'un des premiers travaux majeurs qui va être fait va être la construction de la route qui relie Saint-Étienne-des-Grès à la Gabelle. Celle-ci a été construite en 1925 et la route va permettre l'accès à l'aménagement pour les Stéphanois qui y travaillent. Par la suite, la prochaine date qui est importante de noter est celle du 22 mars 1928. À cette date, la St. Maurice Power Company, qui est responsable de la centrale, va à la Shawinigan Water and Power Company. Une fois les opérations terminées, la centrale, le barrage et les terres qu'elle possédait le long des rives de la rivière pour 1 $ et autres valables considérations. Après l'ajout du 5e groupe turbine alternateur en 1931, il y a plusieurs années qui vont s'écouler sans qu'il y ait vraiment rien de majeur qui va se passer à la Gabelle. Donc, il faut attendre un petit peu. Et puis, le prochain fait majeur à noter survient après la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, alors que la centrale est choisie pour illustrer un timbre-poste. Elle a été choisie à cause de la beauté de son architecture dans une série qui illustrait la vie paisible et la beauté du Canada d'après-guerre. Sur le dessin qui apparaît sur le timbre qui se vendait seulement 14 sous à l'époque, on remarque les éléments qui la distinguent comme son accessibilité, sa visibilité et la beauté sauvage de son site. Parlons maintenant de la gare à la Gabelle, parce que sans elle, les événements auraient été bien différents et puis la construction se serait faite de façon moins facile. Tout d'abord, il faut mentionner qu'il y a un chemin de fer entre Trois-Rivières et Shawinigan qui va être inauguré le 31 décembre 1906. À l'époque, il y avait une gare au Grès et à Marchand et il y avait aussi une salle d'attente. À même la gare, il y avait un logement pour les responsables et leurs familles et un signal d'arrêt à la Gabelle qu'on appelait Dairy à cause du transport des bidons d'anglais qui à l'époque se faisait surtout par voie ferroviaire dans les régions un peu plus reculées. C'est les dirigeants de la Shawinigan Water Power qui, en 1899, conçurent le projet de relier directement Shawinigan à Trois-Rivières par le moyen d'un train électrique. Il faut noter par contre que la gare faisait pas seulement office de lieu d'embarquement pour les trains. Le 21 février 1923, le poste de télégraphie va officiellement être inauguré. Et puis, à l'époque, il s'agit de l'un des moyens de communication les plus modernes.
Le premier agent de gare était un certain monsieur J.D. Biguet, et il faut dire que l'homme qui pratiquait cette fonction à l'époque était fort occupé, puisque non seulement il s'occupait du télégraphe, mais c'est aussi lui qui veillait à la signalisation. On parle environ de 8 trains par jour qui passaient à la gare. C'est lui qui s'occupait de la vente des billets et également il s'occupait de l'arrivée et l'expédition des marchandises pour le train. On comprend donc que vraiment il fallait être très à son affaire pour occuper ce poste-là et qu'une petite erreur qui faut être très coûteuse. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est que la gare et le train ont été essentiels non seulement pour la construction du barrage, mais aussi pour l'établissement du village de la Gabelle qui n'aurait pu se développer sans elle. En parlant du village, je vais vous le présenter. Il pourrait sembler un peu fou, voire même absurde d'imaginer qu'il y avait littéralement un village aux alentours de la centrale, mais pourtant, c'était bien le cas. Comme vous pouvez vous douter, la première fonction du village, c'était au début d'un camp, c'était de loger les travailleurs et les patrons de la Gabelle. De 1924 à 1963, soit de la mise en service de la centrale à la nationalisation de l'hydroélectricité, la Gabelle a une communauté qui comporte environ 60 à 70 habitants. Également, on recense qu'en 1930, il y avait 37 personnes qui résidaient dans les maisons qui appartenaient à la Shawinigan Water and Power, dont 34 étaient des anglophones. Il y avait aussi 34 francophones qui habitaient leur propre maison, donc la communauté se composait d'une moitié de résidents francophones et de l'autre moitié anglophones. Maintenant, intéressons-nous à comment était la vie des Stéphanois et des personnes à l'extérieur qui habitaient à la Gabelle. L'un des lieux très connus à l'époque, c'était l'hôtel de Moïse Boisvert. Qui était Moïse Boisvert? C'était un homme d'affaires qui était aguerri, très connu à Shawinigan. Il était toujours au courant de ce qui se passait, des projets qui se déroulaient dans la région. Et lui, il allait aux nouvelles. Et quand il a appris que la Shawinigan Water and Power avait acheté la chute des Grès, il s'est dépêché d'acheter 10 lots de terre et de construire en 1916 un hôtel à la Gabelle. Il pouvait donc recevoir les ingénieurs et les patrons qui, eux, venaient souvent des États-Unis. Il fallait les recevoir de façon convenable. Et l'hôtel a été démoli pour être déménagé. Et puis, Moïse Boisvert a pu construire un nouvel hôtel vers 1930. Comme Justin l'a mentionné tantôt, c'était vraiment une importante construction qui employait beaucoup de personnes. Le lieu, qui était au départ une petite gare du Canadian Pacific Railroad, devint petit à petit un village qui employait non seulement des employés de tous les coins du Québec, mais aussi beaucoup d'immigrants suisses, polonais, anglais et italiens notamment. En plus des campements qui logeaient les premiers travailleurs, il y a aussi l'hôtel, comme mentionné tout à l'heure, et quelques bâtisses pour loger les travailleurs. Malgré le fait qu'il n'y avait pas d'électricité dans le village, les gens s'éclairaient avec une lampe à l'huile et éprouvaient beaucoup de plaisir à jouer aux cartes. Il y avait aussi beaucoup de joueurs qui participaient et les rivalités, on peut s'en douter, étaient vraiment intenses. La vie de travailleurs qui venaient d'ailleurs, non seulement d'ailleurs au Québec, mais aussi d'ailleurs dans le monde, a eu une influence sur les mariages et la généalogie à Saint-Étienne. Ça s'explique par le fait qu'il y a beaucoup de jeunes stéphanoises qui ont épousé des employés qui venaient d'ailleurs, comme Antoinette Duguay, qui a épousé un contremaître d'origine italienne qui s'appelait Luigi Annibalini. Sinon, les Italiens, on sait, étaient très réputés pour leurs talents musicaux. Et ils allaient dans le village le soir pour offrir des concerts et partager leurs talents avec les autres résidents du village. Donc, c'est très festif, très musical, tout le monde s'amusait. Il y avait beaucoup de plaisir dans le village. Sinon, outre les travailleurs, il y avait aussi des jardiniers, comme Alfred Lemire, qui faisait entretien régulier des pelouses et des jardins pour s'assurer que l'endroit demeurait vivant et chaleureux. Il y avait des fleurs à profusion, des arbustes étaient bien taillés, ils bordaient les allées. C'était vraiment réputé pour être le plus beau coin de Saint-Étienne. Parlons maintenant de la nationalisation de l'électricité et les différentes réflexions qu'il y a eu à la Gabelle. En 1963, la seconde phase de la nationalisation de l'électricité commence. Donc, la Shawinigan Water and Power Company et ses actifs sont intégrés à ceux d'Hydro-Québec.
Ça va amener la destruction ou le déplacement des maisons qui avaient été construites pour les préposés responsables de l'exploitation de la centrale. Et puis, quand le site est cédé, c'est aux municipalités riveraines qui revient à tâche de gérer le potentiel et récréer le touristique des lieux. Hydro-Québec va faire une réflexion majeure des 5 groupes turbines alternateurs entre 1970 et 1975. Les roues de turbine vont donc être remplacées et on procède au rebobinage des alternateurs, sauf pour le groupe 5 qui avait déjà été rebobiné en 1961. Et en plus, il y a aussi l'évacuateur de crue qui va être rénové. Le troisième moment important dans la modernisation des équipements survient dans les années 1990, car à ce moment-là, on va faire des enquêtes pour déterminer à quel point les lieux sont sécuritaires et les experts vont déterminer que des rénovations majeures sont requises sur le barrage. Par la suite, entre 1990 et 1993, Hydro-Québec réalise différentes études dans le but d'identifier la meilleure solution pour l'aménagement. Et puis, il va y avoir 3 solutions qui vont être proposées. La première option, c'est une réflexion majeure en vue de prolonger la vie utile de la centrale d'une trentaine d'années à un coût approximatif de 187 millions de dollars. La deuxième option, c'est une réflexion mineure qui est destinée à prolonger la vie de la centrale d'une dizaine d'années à un coût qui était évalué de 30 à 40 millions de dollars. Et puis la dernière option, c'est l'aménagement d'une nouvelle centrale au Rapide des Forges, à la fois pour remplacer la centrale existante et pour exploiter le potentiel du cours inférieur de la rivière. Et ça aiderait aussi la démolition de la centrale existante au coût de 527 millions de dollars. Donc, les trois options vont être étudiées et durant une conférence de presse organisée par Hydro-Québec le 5 novembre 1993, ils vont annoncer que c'est finalement l'option de la réflexion majeure qui va être entreprise à partir du printemps 1994. Hydro-Québec va donc faire la réflexion des 5 groupes qui incluent les aspirateurs et les vannes de prise d'eau. Aussi, pour que les groupes soient raccordés, ils vont construire un poste transformateur de 230 kV. Le projet est approuvé par le premier ministre du Québec à l'époque, M. Daniel Johnson, et il est estimé à 282 millions de dollars et permet la création de 450 emplois. La réflexion est amorcée en 1996 et se termine en 1999. Et finalement, ça ne coûtera pas 282 millions de dollars. Ça va plutôt être 200 millions qui sont déboursés afin d'y parvenir. Et ça va surtout permettre de créer un lien routier entre Saint-Hyacinthe-des-Grès, sur la rive droite de la rivière Saint-Maurice, et Notre-Dame-du-Mont-Carmel, sur la rive gauche. Maintenant, il est possible de traverser la rivière à pied, à vélo ou bien même en voiture. Ce lien-là est complété en décembre 1999 et depuis, des milliers de voitures traversent la rivière sur le barrage à chaque jour. Cependant, les habitants du secteur ont dû demander à Hydro-Québec d'établir des moyens afin de limiter la circulation qui est environ de 1000 à 1200 véhicules par jour. Donc, on comprend que c'était beaucoup. Il y avait beaucoup de circulation sur le barrage. Pour limiter ça, les camions ont été interdits pour protéger le barrage et aussi la circulation a diminué par l'installation de barrières électroniques qui limitent la vitesse et le nombre d'utilisateurs à la fois sur l'installation. Les travaux ont donc se poursuivre jusqu'en 1999 avec la réfection de l'appareillage mécanique et électrique. Et il va aussi y avoir des ouvrages de génie civil et des éléments d'architecture qui vont être rénovés. Depuis le début des années 2000, les inspections, les évaluations de la sécurité des ouvrages et les travaux de réfection se poursuivent. Entre 2011 et 2015, Hydro-Québec effectue des travaux de réhabilitation aux vannes 3, 4, 5 et 6 de l'évacuateur qui inclut le renforcement des poutres de vannes. Puis, de 2016 à 2018, le système de levage par treuil à câble de l'évacuateur est remplacé. Parlons maintenant du lien interrive. Avec ce lien-là, l'aménagement de la Gabelle établit un lien physique entre les municipalités de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et Saint-Hyacinthe-des-Grès. Ce lien, qui
constitue une voie routière chevauchant le barrage reliant les deux rives de la rivière, demeure la propriété de la société d'État qui l'entretient, c'est-à-dire Hydro-Québec. Afin de rendre l'endroit plus agréable, il y a des belvédères, des aires de pique-nique et des kilomètres de sentiers qui sont aménagés pour les passionnés de nature, de part et d'autre de la rivière. Maintenant, c'est important de mentionner que même si nous sommes ici pour mettre en valeur l'aménagement de la Gabelle, il faut prendre un instant pour parler des impacts qu'il y a lieu sur la rivière Saint-Maurice. Celle-ci, c'est l'une des rivières qui est le plus exploitée par l'homme sur la planète. En plus d'être endiguée par une série de barrages qui sont répartis le long de son cours, son habitat a subi les impacts du développement urbain, de l'inondation et aussi du fêtage du bois pour les papetières, en plus de la pollution et de la négligence qui a lieu sur la rivière. Donc, en 2020, il y a un organisme qui voit le jour pour protéger la nature, c'est la Corporation de développement de la Gabelle. Le but, c'est vraiment de protéger la nature qui s'est adaptée, bien malgré elle, à tous ses effets dévastateurs, et l'organisme a un plan pour restaurer, protéger et développer harmonieusement son potentiel récréo-touristique par les initiatives d'animation, d'éducation et de préservation basées sur les communautés riveraines. En conclusion, on peut dire qu'aujourd'hui, la Gabelle suscite toujours un intérêt en Mauricie, autant pour les curieux que pour les chercheurs, puisque l'on compte de nombreux travaux de recherche qui ont été faits sur le sujet, non seulement par des historiens, mais aussi des géographes. Plusieurs exemples démontrent l'intérêt, comme l'intérêt du public, l'intérêt des médias, l'exposition que nous avons faite, elle a connu un grand succès, et puis nous avons beaucoup de participants pour le concours de photographie que nous avons organisé. Ou sinon, il y a un engouement pour la journée porte ouverte qui a eu lieu le 28 septembre dernier, puisqu'Hydro-Québec affirme avoir accueilli 534 visiteurs lors de cette journée, dont 28,5% qui étaient des enfants. Aussi, le site attire les randonneurs et les amoureux de la nature. Il y a un parc qui est aménagé aux abords de la centrale et des efforts sont déployés pour rendre le site attrayant, notamment de la part de la Corporation de développement de la Gabelle et par l'organisme Bassin Versant Saint-Maurice. De plus, la population est satisfaite du lien interrive qui offre désormais plusieurs avantages et facilite les déplacements dans les municipalités. Je conclus donc en affirmant qu'il est aujourd'hui difficile d'imaginer le visage à Mauricie sans la présence d'un imposant barrage qui règne depuis 100 ans sur le Saint-Maurice. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.